j'invite donc Zainab Brié, déléguée générale de la FHF, et Marguerite Lénard, responsable du Reality IA Lab, à nous rejoindre. Et peut-être vous dire que, Monsieur le Président, dans la salle, parce qu'on est une région où les fédérations s'entendent bien et fonctionnent bien ensemble, nous ont rejoint... nous ont rejoint à l'instant le président de la FHP Sud-Est, que je vois là-bas. Merci Jacques-Xavier, avec plaisir. Le président de l'URPS infirmière, que je vois devant lui. Et est-ce qu'il y a une autre fédération? On les a toutes invitées. Donc, est-ce qu'elles sont, que je n'en oublie pas une? Non, mais qui sont invitées, qui nous rejoindront dans la journée. Voilà. Donc, et puis la région Sud qui nous a rejoint aussi à l'instant. Je viens de les voir. Donc, je vous laisse la parole. Vous avez des micros. Je vais juste ajouter quelque chose parce que ce qu'a dit le président est extrêmement important, mais il a été député, donc il connaît le sujet aussi bien que moi. L'ONDAM, ce n'est pas le Parlement qui détermine. L'ONDAM, c'est Bercy qui décide un taux. Le taux donc est à 2,2 avec CNRACL compris. Donc ça fait un taux à 1,3, 1,2, 1,3. Ce qui est le plus beau bateau que j'ai vu moi depuis que je suis sénateur, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans. C'est Bercy qui détermine le taux. Les parlementaires n'ont pas le droit de le modifier. Ils ne peuvent que modifier à l'intérieur du taux. On n'a pas le droit d'ajouter de dépenses supplémentaires. On n'a pas le droit de dire 1,2 c'est insuffisant, on le met à 4. C'est constitutionnellement interdit. Le Parlement doit travailler à l'intérieur du taux décidé par le gouvernement. Le taux le plus intéressant, le meilleur possible pour l'ensemble de la sécurité sociale, branche maladie, ce serait 4. 4, quand on sait que l'assurance maladie, en 2025, a dépensé 260 milliards à peu près. 4% de 260 milliards, ça fait un peu plus de 8 milliards qu'il faudrait trouver d'une année sur l'autre pour faire en sorte que tout se passe bien. 1,2, c'est vraiment un taux de misère cette fois-ci. Pardon, Zainab. Merci, Président, et merci de me donner votre micro. Marguerite, nous sommes ravis de vous accueillir et d'échanger sur les 3 S qu'a soulevé notre Président, sur lesquels vous allez peut-être nous apporter votre éclairage. Alors peut-être commençons par le S de souveraineté. La souveraineté numérique, c'est un enjeu majeur pour un secteur aussi sensible que le nôtre, la santé. Comment les acteurs que vous rencontrez s'y préparent-ils? Alors, avant tout, je vous remercie pour votre invitation et je suis ravie de pouvoir m'exprimer à vos côtés. Alors, ce qu'il faut bien prendre en compte dans cette démarche d'adaptation avec une optique de souveraineté, c'est avant tout, et ça a déjà été évoqué, comprendre que la criticité principale pour un secteur comme le vôtre se situe au niveau des données. Des données à plusieurs égards. Premièrement, parce que si vous utilisez des algorithmes qui ont été entraînés sur des jeux de données qui ne correspondent pas à vos réalités populationnelles et épidémiologiques, on peut peut-être s'attendre à ce que ça ne soit pas optimal. Donc il est important déjà d'avoir cette réappropriation des algorithmes d'intelligence artificielle sur vos données réelles. Parce que vous travaillez plus que beaucoup d'autres sur des données qui ont un impact extrêmement tangible. Voilà. Ensuite, voilà, c'est vraiment ça. Il faut vraiment prendre garde. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vous faut remonter la chaîne, lever le capot sur ces technologies afin de comprendre d'où elles proviennent et sur quel dataset, quel jeu de données elles ont été entraînées. Et puis, ça pose beaucoup de questions éthiques et cliniques. Je pense que vous pouvez tout à fait vous projeter à ce sujet. Donc, il est indispensable pour les hôpitaux aujourd'hui d'avoir la maîtrise et la visibilité sur la provenance des datasets et des algorithmes que vous utilisez au quotidien. Oui, j'entends bien. Donc, d'où la nécessité en fait d'avoir un véritable programme national de soutien et peut-être même un gendarme de l'IA en santé.
Alors ça, en effet, ça serait, je pense, particulièrement opportun, d'autant plus qu'il y a déjà des compétences, en fait, sur le terrain. Aujourd'hui, dans les CHU, vous savez faire à l'hôpital. Ça fait partie tout à fait des leviers, je pense qu'il faut tout à fait accentuer. On a plusieurs exemples de projets pluridisciplinaires qui ont prouvé, à l'instar de Smart Lungs, par exemple, on était en plein pendant la crise Covid au début, lorsque les problèmes justement d'orientation des patients se posaient. Il y a eu une équipe de l'Institut de mathématiques de Marseille, qui a collaboré justement avec des PUPH de la PHM afin de mettre en place un algorithme fiable pour fiabiliser la détection de l'atteinte pulmonaire des patients. Voilà, et afin de mieux les orienter. Ça, c'est quelque chose qui a été construit avec de l'open source, voilà, et de façon souveraine avec des serveurs et des datasets dont on sait d'où ils proviennent. C'est exactement ce type de démarche-là qu'il faudrait effectivement pouvoir accentuer. La deuxième chose, c'est que parler de souveraineté, très bien, mais disons que c'est quelque chose qui se décrète difficilement. C'est plutôt quelque chose qui se construit par le terrain. Très bien. En effet. Alors, c'est vrai qu'en ce qui concerne l'évaluation et l'organisation, nous en savons beaucoup en matière de santé. Ceci dit, l'évaluation et l'organisation de contrôle sont en effet des préoccupations sur lesquelles travaille actuellement la commission IA de la FHF, puisque ça vient se surajouter encore aux obligations des établissements. On parle de garantie humaine, une gouvernance où très clairement les hôpitaux apparaissent comme devoir assumer une grande responsabilité. Oui, tout à fait. Alors, le point, c'est qu'effectivement, il va falloir rendre la capacité, en tout cas que vous l'appropriez le plus possible, au niveau de l'hôpital, à pouvoir évaluer les données, du coup, en usage réel. Vous l'avez évoqué, il y a des méthodes d'évaluation qui sont en cours de préparation. C'est quelque chose qu'il faut organiser. Je veux dire, au plan opérationnel, dans vos structures, ça va avoir de l'influence. Il faut effectivement aussi prendre en compte les évolutions du cadre réglementaire, notamment afférent à l'AI Act, parce que quand on est sur des données de santé, on est parmi les niveaux de criticité les plus élevés, les plus importants. Donc effectivement, il est nécessaire de pouvoir partager et mutualiser ce type de suivi, ce type de démarche, tout simplement parce que ça va avoir, et vous l'avez dit, un impact direct sur l'égalité, l'équité et la qualité d'accès aux soins. Donc ce que nous devons retenir là, sur ce premier pilier, c'est que la gouvernance, qui est souvent perçue comme une contrainte, est en réalité une condition d'innovation responsable. Tout à fait. Venons-en au deuxième pilier, la soutenabilité et la soutenabilité financière. Nous savons que les établissements sont dans un environnement économique contraint, vous venez de le rappeler, monsieur le sénateur, et bien sûr qu'il manque de moyens pour passer à l'échelle, et notamment pour l'IA médicale, qui par ailleurs est très chère. Quel est votre avis sur l'évolution des coûts de l'IA ? Alors, de façon générale, pour ce qui relève de l'IA générative, voilà, le modèle économique n'est pas encore réellement stabilisé, faut être pragmatique. Effectivement, cette intelligence artificielle générative, notamment, elle arrive dans un contexte finalement où le contexte économique à l'hôpital est loin d'être idéal. Voilà, vous l'avez bien souligné, monsieur le sénateur. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a effectivement quelque chose d'assez paradoxal entre le fait que ces technologies sont extrêmement accessibles à tout un chacun, donc on a vraiment l'impression que ça devient une commodité, et paradoxalement, l'IA dans le contexte médical reste très cher. Cela étant dit, il y a quelque chose de clé à prendre en compte. Dans les deals, généralement, quand des éditeurs ou des fabricants de solutions logicielles viennent vers vous, généralement, il y a des deals où on vous propose de donner vos data contre des fonctionnalités. Alors, moi, je voudrais être relativement claire et explicite à ce sujet. Tout deal
où on vous demande de donner vos datas est un mauvais deal. Il est important, préalablement, que vous protégiez vos données. Vos données, ce sont des actifs de propriété intellectuelle qu'il est important de valoriser dans un deal commercial avec des éditeurs. Pourquoi ? Aujourd'hui, la donnée, et aujourd'hui plus que jamais, c'est un trésor inestimable de l'expertise extrêmement pointue que vous avez dans vos établissements. Ne la cédez pas n'importe comment, cadrez-la, protégez-la. Puisque finalement, c'est l'asset clé, c'est l'atout clé de la qualité des algorithmes. Donc la qualité, en fait, elle est chez vous. Donc préservez-la. D'accord. Donc en résumé, on a à la fois une mine d'or, hein, nous sommes assis sur une mine d'or, et en même temps aussi une montagne de responsabilités, mais avec des perspectives extrêmement intéressantes. Alors, dernier pilier, la soudabilité. Donc je reprends ce terme à Arnaud Robinet. Comment, justement, puisqu'on a bien compris que la soudabilité permettait de resserrer les liens, mais comment éviter la fracture numérique ? Alors, c'est un vaste sujet. Parce qu'entre des établissements ou des territoires qui pourront s'engager et d'autres, malheureusement, qui ne le pourront pas. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, me semble-t-il, hein, c'est ce qui fait la force de l'intelligence artificielle de façon générale, eh bien, c'est la mutualisation. C'est le fait que les grands éditeurs aujourd'hui d'IA ont pu agréger et mutualiser beaucoup de données. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à l'inverse, une IA isolée est une IA fragile. Si elle est portée par un seul établissement, eh bien, c'est l'établissement seul qui doit s'engager à investir en termes d'infrastructures, de maintenance, etc. Donc, ça fragilise doublement. Alors, la solution, de toute façon, je pense que ça commence à être une forme d'évidence, c'est la mutualisation. La mutualisation des infrastructures est aujourd'hui possible. Vous avez déjà des exemples de terrain. La mutualisation des données et la mutualisation des expertises. Il faut, je pense, une réappropriation à ce niveau, d'autant que vous avez déjà finalement je dirais des ingrédients présents, existants et travaillés au quotidien dans vos structures. Donc il faut, je pense également, ne pas hésiter à faire un effet de levier avec les écosystèmes déjà existants en territoire pour donner un petit peu plus encore d'ampleur, d'assises et d'impact à cette mutualisation de moyens et d'expertise. Merci beaucoup pour votre éclairage aussi passionnant qu'enthousiasmant. Si je devais retenir deux choses essentielles, la première, c'est que l'IA en santé n'est pas seulement une révolution technologique, hein, c'est une responsabilité collective, que les 3 S de souveraineté, soutenabilité, soudabilité ne sont pas des concepts abstraits, vous l'avez donc compris. Ce sont les 3 conditions d'un système de santé durable, juste et humain, soit une communauté hospitalière qui a identifié le cas d'usage prioritaire, qui s'organise pour mettre en commun son expertise et bien sûr qui se doit d'être soutenue par une politique publique pour l'innovation dans les établissements. En quelque sorte, nous le faisons à la Fédération hospitalière de France et la Fédération hospitalière du Sud nous donne un très bon exemple et c'en est une démonstration. Je vous remercie, puis peut-être qu'il y aura des questions. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous êtes exceptionnel parce que vous avez tenu le temps, c'est parfait. Alors, d'abord, saluer moi, je saluais aussi le fait que la FHF a toujours un coup d'avance et anticipe. Voilà. La prospective, c'est un sujet qui revient souvent dans nos réflexions, bureau, conseil d'administration, et je trouve que c'est très important de voir loin, d'avoir anticipé le sujet effectivement de l'enjeu du numérique et de l'IA en recrutant Laurent Pierre qui va intervenir tout à l'heure, de vraiment avoir pris le manche. Zeynab, merci beaucoup, Arnaud également. Voilà, c'est essentiel et on mesure bien et on voit bien d'ailleurs les thématiques au fur et à mesure. On reste vraiment dans les sujets, dans les enjeux. Alors, et du moment et d'avenir et qui sont vraiment transformateurs. Première, ça c'est ce que je veux dire. Deuxième chose, est-ce que vous avez des questions ou des réactions
Alors, évidemment, par rapport aux propos du président Arnaud Robinet, n'hésitez pas, vous l'avez sous la main, mais vous l'aurez aussi au moment de la pause, si vous voulez échanger avec lui, bien sûr. Voilà. Et puis, pour nos deux intervenantes, pour Zaina Brié et pour Marguerite Lénart, est-ce que vous voulez réagir sur les sujets, ce qui a été évoqué? Vous avez des questionnements ou peut-être des aspects qu'elles n'auraient pas relevés? On est qu'au début, mais il y a toute une logistique de déroulement de la journée, comme vous l'aurez compris. Alors, normalement, j'ai une jeune fille dans l'équipe qui vient donner le micro, donc je vais rester ici, je ne vais plus me déplacer. C'est là. Voilà, comme ça, je donne un petit rythme. Merci beaucoup, Pascal Stessini, DIM du GHT 06. Vous nous alertez sur le fait qu'il faille bien avoir en tête le périmètre de nos datasets sur lequel on va entraîner des moteurs. Je ne sais pas si à terme, peut-être dans 20 ans, on aura des moteurs dans chaque établissement. C'est peut-être quelque chose à envisager. Mais actuellement, pour vous, quel est le meilleur des périmètres? Est-ce que c'est un périmètre de GHT? Est-ce que c'est un périmètre régional? Est-ce que c'est national? On voit que l'INCa a mis en place un registre des cancers, sauf que c'est très en silo et que le cancer, ce n'est pas simplement la pathologie, c'est l'organe, on va dire, et c'est très transversal. Donc, quel est pour vous, en fait, ce périmètre idéal pour commencer? C'est pas piège, hein? Non, j'entends tout à fait, aucun souci. Merci pour votre question. Je suis très convaincue que le bon périmètre, c'est l'échelle du territoire. Alors après, pourquoi? Parce que c'est au niveau du territoire, en région sud, on le voit bien, que des actions peuvent s'imbriquer et créer un continuum favorable, justement, pour que vous ayez des moyens de faciliter l'accès aux infrastructures, aux expertises, peut-être parfois à des leviers d'accompagnement au financement quand il faut dérisquer certaines expérimentations, certaines étapes de prototypage avant de mettre en production. Voilà, donc j'ai vraiment la conviction que c'est de façon très organique, en partant par le terrain, donc par le territoire, et surtout pas de façon silotée, et surtout pas de façon descendante. D'autres est-ce que déjà, Pascal, cette réponse te satisfait, ou est-ce que tu veux que Zainab complète? Peut-être, si tu permets, moi j'ajouterais deux choses pour justement compléter. L'IA étant un outil, n'est-ce pas, il vient pour accompagner des besoins de santé qui sont à couvrir et à couvrir dans les meilleures conditions. Donc justement, Alain Milon me disait le territoire c'est plutôt les bassins de vie, on est bien d'accord, là où vivent les populations. Et l'on voit bien que les objectifs à couvrir en matière de santé ne sont pas les mêmes d'un bassin de vie à un autre et d'un territoire à un autre globalement. Et d'ailleurs, dans le cadre de la loi de programmation, c'est ce que nous disons. C'est baser une loi de programmation sur des objectifs de santé qui sont mesurables, identifiables, et on voit bien que d'une région à l'autre, d'un territoire à l'autre, ce ne sont pas les mêmes. Ensuite, la question de la proximité de l'organisation des équipes. Il se trouve qu'en matière d'organisation et de proximité, l'échelle du GHT nous paraît la plus adaptée. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, si on veut garantir des filières de soins, garantir l'accès, garantir la permanence de soins, ne pas essouffler encore plus les équipes, il faut pouvoir organiser cela. Et ça rejoint un peu les propos du président Arnaud Robinet en amont, c'est que, eu égard les contraintes budgétaires qui s'annoncent, notre responsabilité, c'est de garantir l'accès aux soins, des filières de qualité, sécurisées. Et lorsque l'on dit cela, c'est avec les meilleures technologies et les meilleurs outils mis à notre disposition. D'autres réactions dans la salle? Questions, observations? Non? Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux. On va appeler les autres. Merci.